Voilà, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre entretien d'aujourd'hui dans le cadre de notre série CESI Talks qui s'inscrit dans un projet WeEP 24 qui vise un peu à sensibiliser les citoyens, mais aussi les travailleurs, nos membres, à se présenter, à aller voter en 2024. Aujourd'hui, je suis très honoré et très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue à M. Max Orville, membre du Parlement européen, membre du Renew Europe Group, Monsieur Orville, qui vient de la Martinique, de France. On vous envie pour cela. Et voilà, soyez le bienvenu aujourd'hui à notre interview. Merci beaucoup. Merci à tous vos auditeurs, téléspectateurs qui m'accueillent aujourd'hui. Et je vais essayer de me montrer à la hauteur de leurs attentes. Ah là, je suis sûr, j'en suis sûr. Monsieur Orville, vous êtes membre de la Commission Emploi et Affaires sociales, membre de la Commission des Affaires constitutionnelles, aussi membre de la Commission spéciale qui a un peu travaillé sur les impacts du Covid et les leçons qu'on a pu en tirer. Quand vous pensez, il y a eu récemment une recommandation du Conseil qui a été adoptée concernant les revenus minimums suffisants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça crée vraiment un réseau, comment dirais-je, un safety net? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Qu'est-ce que vous pensez de cette recommandation du Conseil? Eh bien, merci. Cette recommandation qui a été prononcée le 30 janvier dernier va dans le bon sens. Une personne sur 5 est menacée aujourd'hui en Europe de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union européenne. Cette recommandation est nécessaire parce qu'elle assure un niveau adéquat des régimes de revenus minimum et l'accès à des services de soutien dans l'Union européenne. Tels que, alors, cette recommandation, elle a le mérite de prendre en compte le seuil national de risque de pauvreté. Elle a l'avantage d'apporter une réponse administrative sous 30 jours pour les demandeurs. Elle a encore un autre atout, c'est celui de réduire la charge administrative et la solidarité à la source pour lutter de manière proactive contre le non-recours. Et tout ça, ça va dans le bon sens. Mais pour vous donner mon sentiment personnel, cette recommandation qui va dans le bon sens ne représente pas pour moi l'alpha et l'oméga. Il convient d'avoir un outil plus adéquat, plus adapté, et pour moi, rien ne vaut mieux qu'une directive européenne pour les États membres, qui serait donc adaptée aux États membres, de manière à avoir un côté contraignant. Parce que j'appelle quand même la directive à aller beaucoup plus loin sur ce revenu minimum et l'inclusion active. La commission emploi à laquelle j'appartiens a sollicité cette demande auprès de la commission. Donc, encore une fois, je ne fustige pas du tout cette recommandation. Bien au contraire, je l'approuve, mais je demande allons plus loin. C'est ce que nous avions aussi demandé de la part de la CESI. Mais vous l'avez dit indirectement, d'une façon indirecte, que pensez-vous du rôle de la compétence de l'Union européenne quand il s'agit de l'exclusion sociale, de la lutte contre la pauvreté? Quel est le rôle de l'Union européenne en général et peut-être du Parlement européen spécifiquement? Bon, l'Union européenne doit fixer un cadre parce que 27 pays n'ont pas forcément les mêmes législations, le même regard. On voit bien que certains pays du nord de l'Europe ont une conception peut-être plus libérale. Bon, je ne leur en veux absolument pas. Chacun a sa manière de voir. Seulement aujourd'hui, et nous l'avons vu depuis la pandémie, nous sommes tous confrontés à des urgences sociales qui nécessitent une intervention des États. Nous le voyons au niveau de la pauvreté. On ne peut pas dire que la pauvreté ne concerne que certains pays et pas d'autres. C'est faux. Donc l'Union européenne aurait, à mon goût, à gagner à fixer un cadre. C'est la raison pour laquelle j'appelle à une directive en la matière.
maintenant laissant quand même aux États la possibilité d'adapter leur législation. Mais cela me paraît de bonne loi que le Parlement, qui représente les citoyens européens, puisse s'emparer et prendre des initiatives. Donc, que la Commission emploi ait fait cette demande ne me paraît pas scandaleux. Monsieur Orville, parlons de l'actualité, d'une actualité qui est un peu déplaisante. Soyons honnêtes, de ce scandale de corruption, le soi-disant Qatargate. Quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez, pourraient être les impacts sur les élections européennes qui se tiendront l'année prochaine? Alors, je vous remercie parce que, en général, les gens sont toujours persuadés que les députés sont mal à l'aise pour en parler. Bon, je voudrais dire d'abord que je condamne avec la plus extrême fermeté, je ne suis pas le seul, et le Parlement a commencé à sanctionner toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Donc, je recommande la plus grande fermeté et je dénonce ces actes de corruption. La deuxième chose, ces actes de corruption ne doivent pas porter atteinte aux institutions. Elles révèlent simplement des individus dans leur turpitude, dans leurs défauts personnels, dans leur caractère et dans leur envie d'avoir peut-être toujours plus. Ça, c'est un défaut humain que l'on retrouve dans toutes les activités humaines où il y a du pouvoir ou un pseudo-pouvoir. Et le rôle du Parlement, c'est justement, au travers de ces épisodes malheureux, de mieux contrôler les actions des eurodéputés. Et donc d'aller vers plus de transparence, d'avoir une éthique irréprochable, et je milite pour la création d'un comité d'éthique au niveau du Parlement. C'est déjà le cas pour l'État membre dont je suis citoyen, avec un organe qui s'appelle la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui m'oblige à faire dès mon arrivée une déclaration d'intérêt, qui m'oblige à faire une déclaration de patrimoine, bref, et qui m'oblige à mettre sur la table tous les éléments de mes rémunérations, de tout ce que je peux avoir, et de faire un contrôle au début de mon activité ainsi qu'à la fin. Donc, que le Parlement veuille mieux contrôler tous ses députés de manière à rassurer l'opinion publique, cela me paraît tout à fait légitime, normal. Mais je tiens à dire que les défauts observés par ceux qui ont été corrompus révèlent surtout le comportement d'individus. Et je ne souhaite pas que cela porte atteinte à une institution, le Parlement, qui a pour vocation de défendre les citoyens européens. Et c'est en ce sens que, pour répondre à votre deuxième question, que oui, je suis inquiet quant aux effets de ces affaires sur l'opinion publique. Et je voudrais dire à cette opinion publique, je l'ai dit tout à l'heure, le Parlement va mettre en place ou a mis en place un certain nombre de contre-pouvoirs ou pour pouvoir réguler et mieux contrôler les députés, ce qui ne me paraît pas être un scandale. Mais je voudrais surtout attirer l'attention de vos téléspectateurs et de vos auditeurs européens afin qu'ils sachent que le Parlement a un rôle à jouer et qu'il faut le défendre et que ce qu'ont fait certains ne doivent pas porter un impact sur l'ensemble de l'action du Parlement qui est nécessaire. Et enfin, si vous m'autorisez, la question de la transparence totale doit aussi être, comment dirais-je, sujet à caution. Oui à la transparence, attention à ne pas tomber
en voulant tout dire, en voulant tout révéler dans ce que j'appelle le voyeurisme. Parce que si tous les éléments de la vie publique des eurodéputés doivent être déballés, non pas dans leur activité professionnelle, et ça je veux dire que c'est, et dans le cadre de leur fonction, les vies privées, les vies personnelles peuvent être également détruites par une médiatisation abusive. Merci beaucoup, j'apprécie énormément vos derniers propos aussi, parce que c'est vrai que si on y réagit d'une façon démesurée, ce sera éventuellement le contraire qu'on atteindra. Et effectivement, je dirais une transparence absolue, totale, devient à un moment donné totalitaire aussi. Donc, il faudra effectivement veiller à ce que, d'une part, les principes éthiques soient sauvegardés, et d'autre part, que d'autres principes de fonctionnement, mais aussi de principes de protection de la vie privée, bien sûr, puissent être respectés. Monsieur Orville, un grand merci pour ces propos, pour votre participation. Et nos meilleurs, comment est-ce qu'on dirait, nos meilleurs vœux, non, nos bonnes chances pour cette année, qui sera certainement pas si facile que cela pour vous, pour nous tous. Oui, mais enfin, merci à vous de nous avoir accordé cette interview, en tout cas. Et meilleurs vœux également à vous ainsi qu'à tous vos téléspectateurs. C'est bien gentil. Merci, Monsieur Orville. Au revoir.